Voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut retenir de sa vie et de son œuvre, tu vois. Non, mais clairement, c'est super intéressant. Merci, Marie. Mais moi, ce que je me dis, c'est que tu regardes certains artistes, on dirait vraiment qu'ils sont prédestinés. Ah, prédestiné, peut-être pas, mais en tout cas, je serais curieux de voir leur thème de naissance. Ouais. Et si on en faisait des vidéos ? Allez, chiche. Maria Callas, de son vrai nom Anna Maria Sofia Cecilia Kaloyeropoulos, pardonnez mon accent, j'ai pas fait grec. Bien sûr, on sait tous qu'il s'agit de la plus grande cantatrice de tous les temps. Pour moi, c'était le superbe visage de femme de la publicité Apple de 1997, vous savez, la campagne Think Different. Et ma mère disait que c'était une des plus grandes chanteuses d'opéra du monde, mais aussi une femme brisée par sa mère absolument odieuse. Voilà, fin de l'histoire. Charles, à toi. Non, je plaisante. Je vais vous donner un peu plus d'éléments quand même. Maria Callas naît le 2 décembre 1923 à New York. Ici, il n'est pas question de changement d'identité, comme chez Romain Gary le mois dernier, mais plutôt de création d'un nom d'artiste passe-partout et beaucoup plus facile à mémoriser et à prononcer à l'international que son état civil. De toute façon, pour le gouvernement américain, elle s'appellera, et elle s'appelle toujours, Mary Anna Callas, avec un patronyme diminué et une sélection de prénoms. Le début de la vie de Maria est chaotique. Alors qu'elle a une sœur aînée, Jackie, c'est sur elle que pèse tout le poids d'un couple parental en déshérence qui ont choisi de faire un enfant plutôt que de divorcer, mais aussi la mémoire d'un frère aîné décédé juste avant sa naissance. Elle est une déception pour sa mère, qui le formule ainsi, car n'étant pas un garçon, elle ne pourra pas être le double vivant de ce frère mort. On sent déjà la grosse ambiance. De plus en plus racornie par son existence, qui est aussi de plus en plus modeste en raison de la crise de 29, Evangelia, la mère de Maria, qui rêve d'être riche et célèbre, va pousser sa fille à le devenir pour au moins s'accomplir à travers elle. Et cela avec de plus en plus de violence, qu'elle est dépressive et qu'elle tentera de se suicider. Maria doit devenir une grande actrice, mais comparée à sa sœur, elle est laide, grosse, sans grâce et apparemment sans talent. Son père, très peu présent car il est représentant itinérant, est cependant celui qui permet à la famille de subvenir à leurs besoins de manière assez correcte. Et il s'intéresse à ses enfants autant que sa femme et son emploi du temps le lui permettent. Maria, détestée par sa mère et sans cesse humiliée par elle, idolâtre cette figure paternelle qui ne lui fait aucun reproche, d'autant que sa scolarité est brillante. Au cours des années 1931 à 1933, elle suit ses premiers cours de chant durant le cursus scolaire et elle est bien entendu très vite repérée par ses professeurs. Non seulement par sa voix qui est exceptionnelle, mais par le don qu'elle a de mémorisation musicale et une oreille absolument infaillible. En 1937, les parents finissent par divorcer et Evangelia rentre en Grèce avec ses 2 filles. Maria entre alors au Conservatoire national d'Athènes, à seulement 13 ans car sa mère atteste qu'elle en a 16 pour qu'elle puisse rentrer. Toujours poussée par sa mère, mais aussi par sa propre passion pour le chant et la musique, elle travaille sans relâche avec une discipline de fer qui lui jouera des tours beaucoup plus tard. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle enchaîne les rôles à l'Opéra national, ce qui permet de faire vivre la famille, de même que les diverses amitiés un peu étonnantes et collaborationnistes de sa mère. Tout cela est très flou, on ne sait pas à quel point il y a eu ou pas prostitution d'ailleurs. Après-guerre, le discrédit de la collaboration tombera sur la Callas durant un temps, c'est alors qu'elle prendra ses distances avec sa mère, tentera de percer aux USA sans y parvenir et s'établit finalement en 1946 en Italie. Elle y rencontre Giovanni Battista Meneghini, riche industriel, qui sera son mentor, son impresario et son mari. Peu à peu, elle gagne en notoriété et enchaîne les tournées. Mais la première véritable consécration se tiendra en 1951 lorsqu'elle ouvre la saison d'opéra à la Scala de Milan. À ce moment-là, une diva est née. Et le reste, vous le connaissez, concerts, tournées, disques, etc. Entre 1953 et 1954, elle perd énormément de poids, une trentaine de kilos, probablement dû à un parasite. Mais elle devient ainsi une égérie de mode et c'est vraiment là que, disons que sa carrière médiatique va débuter. Elle enchaîne alors, jusqu'en 1965, plus de 595 représentations et 42 rôles. C'est énorme et c'est inégalé. En 1958, elle rencontre Aristos Thonassis, qui devient son amant, elle divorce de son mari impresario et met peu à peu un frein à sa carrière pour consacrer sa vie à cet homme qu'elle aime et à son rythme de vie très jet-set.
En 1963, elle découvre par la presse qu'il a une liaison avec Lee Kennedy, puis avec Jackie Kennedy, et elle décide alors d'abandonner sa nationalité américaine pour bénéficier des lois grecques qui ne reconnaissent pas les mariages célébrés en dehors de l'Église orthodoxe. Elle se retrouve ainsi divorcée de fait en 1966. Cependant, bien que brisée par cette trahison dont elle ne se remettra jamais, elle sera la seule à rendre visite à Onassis à la fin de sa vie. Elle se consacre principalement à l'enseignement jusqu'en 1973 où elle réalise une dernière tournée de récital en demi-teinte car sa voix est très très abîmée par la surexploitation qu'elle en a faite plus jeune. Elle se retire alors complètement du monde jusqu'à son décès le 16 septembre 1977 dont on ne sait s'il s'agit d'un suicide, un accident ou une complication d'une réelle condition médicale. Voilà pour la vie de la Calas. Et tes cartes, Charles, elles en disent quoi? Eh bien, Marie, tout d'abord, parlons un peu de la personnalité de la Calas. Deux choses vont poursuivre Maria Callas toute sa vie. Deux pôles bien marqués de sa personnalité. D'une part, sa maison 1 parle de la manière dont elle est perçue par le monde. Elle est la papesse, très studieuse et travailleuse. Et la Callas, en tant qu'adulte, est tout entière dédiée à son art. Au fond d'elle, elle vit intensément sa maison 2, illustrée par le diable. Maria est aussi une femme animée par la passion, que ce soit dans l'art lyrique comme dans sa vie privée. D'ailleurs, lors d'une interview, elle dira « Je voudrais être Maria, mais il y a la Callas qui exige que je me porte avec dignité. » Cela illustre, à mon sens, la dichotomie entre sa papesse et son diable. Marie, d'autre part, tu as très bien décrit son environnement familial. La Callas souffre d'une mère abusive qui reporte son ambition sur sa fille très tôt et de l'absence de son père adoré. En parlant de son enfance, elle dit d'ailleurs « Personne ne m'aimait et je n'aimais personne sauf mon père ». Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1946, Maria tente de faire une percée professionnelle aux États-Unis. C'est l'occasion pour elle de fuir la Grèce et sa mère par la même occasion, et surtout de se rapprocher de son père. Finalement, ce sera plutôt une déception, tant personnelle que professionnelle d'ailleurs. Or, si on regarde, c'est une année de transit par la Maison Dieu. La Maison Dieu, en tarot, c'est un petit peu un symbole des désillusions, entre autres. En 1950, la Callas rompt définitivement avec sa mère qu'elle ne supporte plus lors d'une tournée à Mexico. C'est une année jugement en numérologie du tarot. Et ne dit-on pas que l'arcane du jugement parle de rendre sa blessure à ses parents et à sa mère en particulier? En 1950, donc, la Callas tourne définitivement la page sur son passé familial. En dehors de son père, comme tu le disais, Marie, il y a deux grands hommes dans la vie de la Callas. Il y a d'une part Menghini, son impresario italien, puis Onassis. Chose intéressante, elle officialise son union avec chacun en 1949 puis 1958. Chez elle, ces 2 années sont en transit en soleil. Le soleil est un des archétypes du masculin sacré, de l'énergie en expansion, mais c'est surtout l'arcane de l'union dans le tarot de Marseille. Est-ce que c'est un hasard? Rentrons maintenant davantage dans son parcours artistique. Il semblerait que Maria était prédestinée à devenir la Callas, cette grande artiste lyrique. En effet, sa maison 4, qui est celle du siège de la mission existentielle, est représentée par l'arcane du jugement et son ange soufflant dans une trompette. C'est l'arcane par excellence des musiciens. On dit que la Callas a révolutionné l'art lyrique non seulement par sa voix à la tessiture et à l'amplitude vocale exceptionnelle, mais aussi par ses talents de tragédienne. Si on regarde son thème de plus près, elle a la justice en cœur de blason et la tempérance en maison 6, celle de ses ressources. Le miroir que ces deux arcanes créent est celui de l'équilibre parfait. Sa tempérance la fait sortir de la raideur de sa justice, elle lui permet de valoriser son jeu d'actrice et de révéler sur scène un petit peu de son diable passionnel intérieur. Maria Callas dit à un moment « Je veux être une artiste mature avec une pensée différente ». Or, dans sa maison 2, la maison 2 qui illustre sa quête intérieure, on retrouve le pendu.
Avec l'empreinte de cet arcane, elle jette un regard décalé sur le monde et sur son art, et se sent un petit peu le vilain petit canard de sa famille et de sa profession. On comprend mieux alors son obsession de ne pas faire comme les autres et de ne pas suivre les dictates, surtout quand elle sera cette grande artiste lyrique professionnelle. Or, la Calas a l'étoile en maison 9. La maison 9, c'est la zone d'excellence du thème de naissance. L'étoile, c'est la star en anglais, le désir de briller, mais également d'accomplir son destin. Aussi, on peut en parler, son besoin de reconnaissance. D'ailleurs, ne dira-t-elle pas, quand je chantais, je sentais que j'étais vraiment aimé. Vraiment aimé. Ça, c'est la bonne liaison, pardon. Il est intéressant de savoir que la maison 9, l'étoile chez Calas donc, ne s'exprime que chez ceux qui prennent consciemment leur destin en main. Or, si on regarde bien sa maison 2, le pendu, dont on a déjà parlé précédemment, cette maison 2 donc rentre en miroir avec sa maison 12, celle de son idéal, qui est représentée par la roue de fortune. La roue de fortune, donc, arcane soit de répétition des vieux schémas, soit au contraire de changer de plateau, changer les choses, créer une rupture dans sa vie. La Calas est donc dans une quête d'émancipation et veut prendre son destin en main plutôt que de le subir. Elle décide de devenir et d'assumer son étoile et son statut de star. Intéressant, non ? Revenons un petit peu d'ailleurs sur l'étoile dans son parcours artistique. La Calas connaît l'ascension professionnelle en 1947 grâce à Tullio Serafin. Elle qualifiera cet événement de chance de sa vie. Dans son thème, elle est en transit. En année étoile, les astres s'alignent, Maria Callas devient une étoile montante. Elle connaît ensuite la consécration en 1951 quand elle ouvre la saison de la Scala de Milan. C'est une année monde. La Calas atteint le Saint Graal au cours de cette année monde, le monde qui est une arcane d'accomplissement. Elle fera ses adieux à la scène en 1965 en chantant la Tosca et, chose étonnante, ce sera également une année étoile. Sa voix est déjà brisée et elle décide que l'étoile, la star, doit se retirer de la scène au summum de sa gloire. En 1971, la Calas décide de transmettre son art au cours de masterclass qu'elle donne à la Juilliard School de New York. C'est une année pape, et le pape, c'est l'arcane de l'enseignement par excellence. Maria Callas arrête tout récital en 1973. Sa voix est trop abîmée, c'est une année maison Dieu. Il faut se rendre à l'évidence, son univers s'écroule à l'image de la représentation graphique de cet arcane. Son univers s'écroule et son instrument est irrémédiablement brisé. Si je devais un petit peu résumer les épreuves de vie de Maria Callas, j'aimerais reprendre l'arcane de sa maison 5, celle des passages obligés ou des expériences qui se répètent tant qu'on n'a pas sublimé certains aspects de son thème. C'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est celle des transformations intérieures pour être au plus proche de qui on est authentiquement, mais c'est surtout, dans son cas, celle des ruptures. Rupture familiale, rupture vocale, rupture amoureuse. Ça vous a plu ? Vous avez des questions ? Dites-le en commentaire. Et pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description.